reçu un courrier de la direction, ça doit être très important. Le concierge me l'a remise en main propre. Je m'attends au pire. Mais dépêchez-vous! À l'attention de Sophie Olmich et de Jean-Paul Luciani, c'est moi. Je vous confirme par la présente votre nouvel ordre de mission dans le cadre d'un article qui doit être consacré à la Sicile. Je vous demande de l'illustrer d'une abondante série de photos. Soyez mesurés dans vos frais de mission. Ça, c'est une tradition dans le métier, évidemment. In coda venenum, des rédacteurs en chef, il faut toujours qu'ils mettent de l'acidité. Allez, terminé! Allez hop, au travail. Ah, ça tombe bien, Jean-Paul, j'avais plein d'idées pour l'article. Sophie, flattez-moi. Pardon? Ben oui, c'est quand même moi qui ai eu l'idée de prolonger cet article. Mais Jean-Paul, vous m'avez dit il y a 2 jours qu'on allait venir à Palerme manger les meilleurs arancini et les meilleurs cannoli. Eh bien, j'en suis fier. Ah, en tout cas, je suis très heureuse d'être à Palerme. Sophie Palerme, c'est une longue histoire. Moi aussi, j'étais heureux d'avoir obtenu cette rallonge en Sicile. Je ne m'étais pas vanté auprès de Sophie, mais j'avais dû intervenir avec insistance pour que notre direction accepte de prolonger le périple. Fort heureusement, le rédacteur en chef, Laurent Jacques, avait apprécié notre reportage à Syracuse et il s'était donc laissé convaincre de l'utilité de cette nouvelle série d'articles. Suivant mes conseils, il nous avait envoyé à Palerme, la capitale de l'île au temps du royaume de Sicile. Palerme n'a rien à voir avec Syracuse et sa douce ambiance helléniste. Ici, on se sent véritablement dans le sud de l'Italie, dans l'atmosphère d'agitation et d'extravagance coutumière de ces villes tumultueuses qui ont fait la renommée du pays. On y retrouve l'architecture colorée à tendance baroque, avec ses nouvelles constructions enchevêtrées et son urbanisation confuse. Mais Palerme abrite aussi des chefs-d'œuvre étonnants, uniques au monde, nés d'une histoire des plus inattendues. Cette belle ville du sud de la Méditerranée doit curieusement sa grandeur aux Normands de l'époque médiévale. Ce sont ces grands navigateurs et conquérants descendants directs des terribles Vikings qui fondèrent ici au début du XIIe siècle le royaume de Sicile, faisant de Palerme la capitale de l'île. Les édifices qui datent de cette période expriment alors un métissage incroyable, la rencontre de 2 mondes que tout oppose, l'austérité nordique et le raffinement oriental. L'un des plus beaux exemples de ce mélange étonnant se trouve peut-être dans la construction du palais de la ville, le lieu d'exercice du pouvoir de ces rois normands de Sicile. L'ossature sévère du monument de style roman cache dans ses entrailles des merveilles d'élégance. Merci, monsieur le rédacteur. Et vous savez, tout le mérite revient à Syracuse. Avec un nom pareil, cela guidait notre plume. Merci, merci du fond du cœur. Merci, monsieur le rédacteur. Laurent Jacques. Jean-Paul? Il s'attelle à la tâche de façon particulière, artistique. Merci, monsieur le rédacteur. Bonne journée. Jean-Paul, ne bougez pas. Je vais faire un cliché de vous. Oh, comme c'est drôle. Alors vraiment, je suis crevé, moi. Mes jambes ne me portent plus. Tout le monde s'en fout. Vous êtes au téléphone, alors... J'étais au téléphone avec Laurent Jacques. Quoi, il vous appelle, vous, le rédacteur en chef? Bah oui. Eh bien, écoutez, vous avez de la chance. Moi, il m'envoie des lettres tous les jours, encore ce matin à l'hôtel. Et figurez-vous, c'est la nouveauté. Il me demande des photos. Voilà. Alors, désormais, nous ne sommes plus journalistes. Nous sommes illustrateurs de diaporamas, voilà, de bestiaires, ouais, tous ces animaux, là, voilà. On en est là. Mais enfin, je vous préviens, nous allons commencer par le palais des Normands, ici, voilà, qui a été d'ailleurs le palais des émirs aussi, ils y sont restés plus de 240 ans. Voilà. Bon, on va commencer par ça, je l'ai décidé, au bénéfice de l'âge et de l'expérience, c'est comme ça, voilà, j'ai dit. Mais Jean-Paul, c'est ce qui était prévu.
Ah bon? Mais oui, c'était prévu comme ça. Mais dites-moi, Jean-Paul, la Normandie ne se trouve pas vraiment en Méditerranée. Eh bien justement, la Sicile illustre parfaitement l'attrait du monde nordique et de ses peuples pour la Méditerranée et le Proche-Orient. Les Normands, ils en sont justement les grands témoins. Et oui, les Normands venaient de Normandie, du département qu'on appelle aujourd'hui la Manche. C'était vraiment de grands navigateurs. Et le Normand, certainement le plus célèbre, c'était Guillaume le Conquérant qui a conquis l'Angleterre au XIe siècle. Venez, on va poursuivre notre diaporama. Après la salle dite des vents, sorte de patio à l'antique mais fermée d'une verrière, nous gagnons les appartements personnels de Roger II, le premier roi de Sicile. Et voilà. Laurent Jacques, il voulait de belles photos. Voilà. Ah oui, ça va lui plaire. Hein. Regardez, ça brille, ça scintille, c'est magnifique. C'est du pur style arabo-normand. Ouais. C'est beau, hein? Ah, ça, il va être satisfait. Lui, il aime ça, le clinquant, évidemment, tout ça. C'est ça son va lui- style. Oui, bien sûr. mais bien sûr. Oh là là, ça, je vais lui en faire des photos. Au fait, vous parliez de Guillaume le Conquérant en Angleterre. Ça a été une opération militaire. Mais ici, les Normands en Sicile, c'est différent. Ça a été quelque chose de longue haleine. D'abord, on signale les Normands en Sicile au XIe siècle. Mais vraisemblablement, c'est même une certitude, ils étaient là en Méditerranée bien avant. Mais c'est vrai qu'ils ont influencé cette culture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Normands en Sicile, ce sont devenus des Siciliens. Mais on peut quand même se poser une question, pourquoi les Normands sont venus ici en Sicile? Alors, je vais vous révéler un secret. Mais je ménage un peu mes effets. En fait, les chroniques médiévales évoquent des pèlerins qui reviennent de Terre Sainte et qui sont agressés par des corsaires musulmans basés en Sicile. Et évidemment, ça ne plaît pas du tout aux ducs de Normandie, ce sont des Normands. Ça ne plaît pas du tout aux princes lombards. Ils décident de s'attaquer aux bases sarrasines en Sicile. C'est une des pistes. Bon. Deuxième piste, un peu romanesque, mais là aussi ce sont les chroniques médiévales, très romancées justement. C'est ce seigneur, ce serait un Normand qui serait venu ici en cavale, après un meurtre, avec ses hommes, avec son trésor de guerre, et tout doucement il aurait fait souche. Et maintenant, le secret. En 1061, il y a eu un schisme à Kairouan, en Tunisie. Vous savez que depuis 825, c'était les sunnites qui régnaient en Sicile, c'était un émirat. Et puis en 1061, il y a eu un schisme religieux, comme dans beaucoup de confessions, à Kairouan, et ce sont les chiites qui ont régné. À partir de ce moment-là, eh bien, l'emprise musulmane en Sicile, plus de 60% de la population, elle a commencé à se fissurer. Et il y a un prince musulman, un émir, qui a dit, je vais faire appel aux Normands. Et donc les Normands seraient venus à l'appel d'un prince musulman. Incroyable quand même, hein? En tout cas, Jean-Paul, ce palais est vraiment caractéristique du style normand de Sicile. On peut même parler d'une architecture arabo-normande. Pourquoi? Parce que les Normands, quand ils sont arrivés ici en Sicile, eh bien, ils ont su s'adapter. Ils ont récupéré le savoir-faire des Arabes, des Byzantins, et ils l'ont associé au leur, c'est-à-dire un style plutôt classique, normand, assez austère d'ailleurs. Et il faut savoir que ce palais est devenu la résidence principale des rois de Sicile au XIIe siècle. Et Roger II, premier roi de Sicile, va construire en 1130 une petite chapelle de toute beauté et dont Maupassant va écrire qu'elle est la plus belle du monde, le plus surprenant bijou religieux rêvé par la pensée humaine et réalisé par des mains d'artistes. Bon, écoutez, moi, puisqu'il veut des photos, je vais lui faire des photos, parce que je suis devenu photographe. Allez-y, faites. Je vais continuer ma visite. Allez-y, je vous rejoindrai. Faire des photos. C'est beau, hein?
Guillaume le Conquérant est probablement le viking normand le plus connu d'Europe, mais il est quelque part l'arbre qui cache la forêt, car on trouve des mercenaires normands dans toutes les armées chrétiennes au XIe siècle, et notamment en Espagne et en Italie, où ils sont de fidèles alliés contre les Moors. Ce sont des mercenaires normands qui ont fondé la principauté d'Antioche lors de la première croisade, à laquelle participa d'ailleurs le père de Guillaume le Conquérant. Les Normands encadrent alors de nombreuses armées qui étaient fort appréciées pour leurs immenses aptitudes au combat, eux dont la légende veut qu'ils ne connaissent pas la peur. Ces groupes de mercenaires sont à l'origine de la fondation du royaume de Sicile, car au fur et à mesure des victoires sur les armées arabes, ils s'ancrent dans le pays, ils prennent possession des villes les unes après les autres et ils imposent leur domination ainsi que l'autorité du pape. Mais les Normands ne sont pas très nombreux. Ils ne peuvent donc se permettre de déclencher une guerre totale. Ils avancent en Sicile pas à pas en essayant au mieux d'intégrer les différents acteurs de la société dans une administration originale où cohabitent les différentes religions. Bien sûr, les Normands sont de fervents chrétiens, vassaux du pape et engagés auprès de l'Église pour la reconquête politique et religieuse de ce territoire sicilien. Mais ils opèrent en douceur, à partir des lieux où s'exerce le pouvoir et en direction des campagnes. Après plus d'un demi-siècle d'avancée, les Normands se rendent enfin maîtres de l'ensemble de la Sicile. Le pape crée alors officiellement le royaume de Sicile et couronne Roger II dans la basilique de Palerme en 1130. Tout juste consacré, le nouveau roi décide de deux grands chantiers: la transformation de la basilique en une cathédrale admirable et la construction de cette chapelle palatine à l'intérieur de son propre château. Il s'entoure des meilleurs artistes locaux pour faire de cette chapelle un véritable joyau, unique en son genre, somptueusement décoré de scènes majeures de l'Ancien Testament. J'ai terminé l'article sur Noé. Eh bien, c'est très bien, Sophie. Vous avez fait les photos? Alors, j'ai pas arrêté. Ça fait 5 heures que je prends en photo tous les personnages de la Bible qui sont représentés ici. C'est simple, c'est un trombinoscope de l'ère chrétienne qui est dans cet appareil. Alors... Bon, et puis je vous ai quand même réservé le meilleur pour la fin. Ce Christ, en majesté au centre de cette mosaïque, eh bien, il y avait les mêmes dans les églises romanes de notre époque. Sauf que, ici, c'est traité dans un décor oriental, dans un décor arabe. C'est très bien ça, Sophie. Attendez. Montrez-moi vos notes. Eh bien, ça, on va le mettre en seconde partie de l'article. Celui-là? Oui. Ok. Ouais, c'est très bien ça. Bon, cela dit, des scènes bibliques dans des églises romanes, ça me paraît assez naturel. Sauf qu'ici, il y a eu un roi, Roger II, le premier roi de Sicile, qui était fou, passionné par l'art musulman. Bah, ça se comprend. Ici, tout est or, tout est lumière, tout est dorure. C'est magnifique. Mais, Sophie, à l'époque, la civilisation arabe, c'était quelque chose. Vous imaginez? La médecine, les premiers ouvrages qui sont arrivés en Europe, venant du monde arabe, traitaient de la façon de soigner les gens et même de les opérer jusqu'aux yeux. Vous aviez les arts de la table, les cosmétiques, vous aviez les mathématiques, les fameux chiffres arabes. Non, la civilisation arabe, c'était énorme. Et puis je crois qu'il était aussi passionné de géographie, comme Louis XVI. Ah, ben Roger II, il a eu son Lapérouse en quelque sorte. Il a fait venir du monde arabe le plus grand géographe de l'époque. Il s'appelait Al-Drissi. Et il est venu, Al-Drissi, dans cette cour de ce roi chrétien. Et Roger II lui a dit, voilà, il faut faire maintenant très vite. Vous n'avez pas de limite de temps, pas de limite d'argent, mais il faut dresser un planisphère du monde. Je vous donne les équipages, les bateaux, pas de limite d'argent. Vous partez où vous voulez. Vous dressez vous-même votre cabinet d'érudits. Al-Drissi va prendre des chrétiens et des musulmans à parité. Et pendant 15 ans, il va envoyer des équipages partout, bien au-delà de la Sicile, de la Sardaigne et de la Corse. Et il va dresser un planisphère du monde quelque temps avant que le roi Rouget ne meure. Et ça restera l'œuvre majeure parce que vous savez, bien après, la civilisation arabe va sombrer dans les ténèbres. C'est pas la seule, vous me direz. Eh oui, la décadence. Ben oui. Vous allez voir ce que je vais faire. Regardez bien, je vais vous donner une leçon de journalisme. Regardez, on va faire ça.
Parce que vous savez, moi, dans une autre vie, j'ai été photographe animalier. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, évidemment, avec ce que je vais faire là. Mais il m'est arrivé de rester 5 jours sous un arbre pour photographier un singe très rare. Alors bon, je m'installe, oui, je prends tous les risques pour vous. Je crois pas que vous vous installiez dans ce bon sens. Mais si. Alors, voilà. Vous allez voir, voilà, on se met comme ça. Voilà. Vous voyez, comme ça, c'est bien. Oui, mais vous riez, mais c'est... Vous êtes intenable. Mais il faut être professionnel. N'ayons pas peur du risque. Vous voyez? Là, c'est parfait. Le contraste est vraiment saisissant entre ces ornementations dorées de toute beauté et le caractère massif de la façade du palais, bien que la présence de quelques arabesques rompt avec un style purement roman des édifices normands de la même époque. L'aménagement intérieur avec ses cours et ses patios est plus tardif. Il date de la Renaissance, une période où ce qui était un vrai château fort avec des tours de défense est transformé en palais. Bien qu'il représentait le lieu d'exercice du pouvoir, ce palais des Normands n'était en réalité habité des rois que de manière épisodique. Ces princes, élevés à la mode orientale, lui préféraient notamment un autre palais bien plus confortable, édifié sur les hauteurs de Palerme, à l'écart du centre-ville, au milieu de vergers fabuleux. Ce palais somptueux est l'un des plus connus du monde méditerranéen et son nom évoque à lui seul fastes et voluptés. C'est le palais de la Ziza. Mais c'est sombre, c'est lugubre. Mais c'est le style normand, Sophie. On passe des côtés sombres, moi j'aime bien, hein, aux côtés très lumineux. Ouais. Je me sens mieux ici. Hein. C'est sobre, mais c'est beau, hein. C'est efficace. Puis vous savez, Jean-Paul, ce palais est vraiment caractéristique du style arabo-normand. Il y a le côté austère et massif du bâtiment normand, adouci par les arcatures que vous voyez. Et puis, l'extérieur s'oppose à l'intérieur, parce que l'intérieur est quand même beaucoup plus riche. En fait, ce palais, il est plus vieux d'un siècle que le palais normand. En fait, il daterait des années 1160. Moi, je trouve qu'il ressemble vraiment, ce palais, au mental des rois normands. Le socle, la base, c'est normand. Les ornementations, c'est oriental. D'ailleurs, vous savez d'où vient le nom palais Al-Ziza? Vous parlez arabe, vous, maintenant? Mais il se trouve que j'ai été dans des pays maghrébins, que j'aime beaucoup, et pour me débrouiller, j'ai appris l'arabe, un peu. Ouais. Et donc? Alors, ça vient de l'arabe al-aziz, et ça veut dire la splendeur. Bon, on y est. Enfin, la splendeur ici était surtout, et est surtout à l'intérieur. C'était la résidence du roi et de son harem. Enfin, des rois chrétiens qui avaient un harem, Sophie. Je vous le dis, ils ont su garder le meilleur de la culture arabe. Le meilleur de la culture arabe. Quoi? Et c'est vous, Sophie, qui me dites ça. Bon, remarquez, vous n'avez pas tout à fait tort, parce que Ruggiero Secondo, le premier roi de Sicile, figurez-vous qu'il avait un harem de femmes musulmanes. Lui, le roi très chrétien. Ah oui. Et c'est Guillaume Ier, le second roi de Sicile, qui a construit ce palais. Il était surnommé Guillaume le Mauvais. Il paraît qu'il était très grand, 1,85 m, un grand gaillard fort. Il pouvait soulever un cheval avec une main. Il avait une longue barbe rousse qui lui arrivait jusqu'à la moitié de la poitrine. Et il avait été élevé par son père, un petit peu à la mode orientale, en tant que prince arabe. Et il passait le plus clair de son temps dans les jardins orientaux et dans son harem. Enfin, pourquoi on l'appelait Guillaume le Mauvais ? Parce qu'en fait, il supportait aucune autorité. Et à cette époque-là, il faut savoir que le royaume de Sicile était à son apogée. Il s'étendait jusqu'aux portes de Rome. Et lui, en réalité, il avait fait capturer le pape et il avait même exigé une rançon pour le libérer. Ah dis donc, capturer le pape, c'est pas très correct quand même. Non, enfin bref, il meurt quand même à l'âge de 40 ans, subitement, et c'est son fils qui le succède, Guillaume II, et lui, en revanche, il est surnommé le Bon. Ah, mais ça, alors lui, Guillaume le Bon, je le connais, parce que il y a un Toscan qu'il aimait beaucoup, c'est Dante Alighieri. Et il a placé Guillaume le Bon dans sa Divine Comédie, et il l'a placé au paradis. Alors c'est dire... Oui, on le surnommait le Bon.
parce qu'il devait forcément être plus diplomate que Guillaume Ier. Mais en réalité, il n'avait que 12 ans quand il a pris le pouvoir. Et le terme de bon signifiait plutôt un manque de fermeté, parce que c'était ses conseillers qui gouvernaient à sa place. Vous savez que moi, à la rédaction, on m'avait surnommé le Grand, Jean-Paul le Grand. Ah bon? Oui, oui. Bon, ça n'a pas duré, ça a duré une semaine, mais c'était très bien. Ça m'étonne pas. Pourquoi? Oh, je sais pas. C'était quand même une belle idée. Oh, il faut se méfier entre nous des surnoms. Guillaume le Bon évoquait Guillaume le Faible chez ceux-là même qui lui offrirent ce sobriquet, et peut-être même Guillaume l'Idiot, le bien brave, comme on dit chez nous. Enfin, il faut les imaginer, ces rois normands de Sicile, dans leurs appartements dorés. Ces grands blonds aux rouquins de plus d'1,80 m, avec leurs larges épaules, leurs coups de taureau, et portant l'inévitable cotte de maille, et par-dessus une tunique de soie sentant l'encens et le parfum. Ah, il devait avoir une sacrée allure quand on y songe, foulant ces palais orientaux avec une certaine nonchalance, des babouches aux pieds. J'imaginais pas ça harem aussi austère. Oh, mais il faut imaginer à l'époque l'ambiance. Il y avait des tapis d'Orient, il y avait des onguents, il y avait de l'encens. C'était complètement différent d'aujourd'hui. Vous imaginez ces femmes lascives, à demi nues. Non, mais vraiment, c'était très bien. Ça fait pas vraiment envie, Jean-Paul, hein? Pourquoi? Bah, quand même. Puis ces hommes, ils avaient 30 femmes pour eux, ils prenaient pas soin d'eux, ils avaient pas besoin. Mais c'était très convoité. Et ils avaient même des favorites. Qu'est-ce que c'est ça, Jean-Paul? Ça, c'est un moucharabier. Tenez, il faudra qu'on en parle dans l'article. C'était très pratique, ça permettait aux femmes du harem de voir à l'extérieur sans être vues. Elles pouvaient regarder les hommes qui passaient, mais eux ne pouvaient pas les voir. Elles pouvaient aussi voir le roi qu'elles convoitaient et qui parfois les convoitait aussi. D'accord. C'est beau, hein? C'est assez joli, hein? C'est de l'art islamique. C'est très beau. C'est vrai que les chambres des filles semblent aujourd'hui bien froides et sans charme, mais j'ai lu dans un vieux document qu'elles s'ouvraient jadis sur un jardin, un patio à ciel ouvert au milieu même du palais. L'ambiance devait être alors bien différente d'aujourd'hui. Non, mais là, Sophie, cette fontaine, elle est parfaite. Vous vous rendez compte que si je l'avais connue il y a 20 ans, lorsque j'ai rédigé ma thèse sur les fontaines, eh bien, je serais sorti lauréat de ma promotion. Ah bah oui, ça c'est sûr, au moins. Ben oui, mais justement, et j'ai même construit une fontaine barbaresque dans le Niol, mais bon, elle était emportée par les cochons et les vaches en divagation. Un épisode très malheureux dans ma vie. Oui. Mais j'en avais entendu parler, c'était donc vrai. Et bien sûr que c'était vrai, évidemment que c'était vrai. Ben oui. Et vous aviez prévu tout ça? Ces mosaïques, ces scènes de chasse? Mais c'est tout à fait possible, avec des scènes de chasse au sanglier chez nous. Oui, certes. Enfin, ces mosaïques sont quand même très représentatives de l'art musulman. Et les fontaines que vous voyez, celle-là notamment, eh bien, voilà l'ancêtre de la climatisation. Dans le monde musulman, jusqu'en Mésopotamie, en Irak, on rafraîchissait les maisons avec ce genre de fontaines, l'eau courante. Et puis, dans les cloisons, vous aviez des colonnes d'air avec des rideaux qu'on mouillait constamment. Et les maisons étaient fraîches, même l'été, lorsqu'il faisait très très chaud. Puis à l'extérieur, vous aviez des jardins avec des citronniers, des grenadiers, des orangers. Tout ça vient du monde musulman. On venait ici, on mangeait des fruits, on discutait. Les chrétiens étaient habillés au XIIe siècle comme les musulmans. C'était la grande mode à l'époque. Et puis avec le temps, les choses ont changé. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, ce sont des familles siciliennes qui ont pu reprendre l'endroit. Et oui, vous avez raison, ce palais a été habité jusqu'au XXe siècle par une lignée de comtes siciliens. Et puis, au fil des siècles, ce palais a été modifié, les abords également. Les jardins orientaux ont laissé place à des jardins à la française, les lacs à des piscines géométriques. Ça devait être quand même assez agréable. Ah oui, certainement. On en était où dans l'article? Parce que là, je suis un peu perdu. Là. Mais vous n'avez rien fait, Jean-Paul. Vous avez tout à faire. Bon, alors,
On va reprendre à zéro. Prenez votre calepin, on va prendre des notes et on va refaire. Moi, je vais faire quelques photos pour le diaporama et vous écrivez. Je l'ai oublié, Jean-Paul. Et évidemment, parce que vous passez votre temps à discuter avec la grande direction, alors évidemment, vous ne pensez plus à notre article. Bon, c'est pas grave, Sophie, on va se débrouiller, mémorisez tout, je fais les photos et je vous raconte les choses. Hein. Alors attention. Mais il y avait tant à dire sur ce palais de l'Aziza que je ne savais plus par quoi commencer. La seule chose dont j'étais sûr est qu'il fallait insister sur la période normande et qu'il fallait éviter de trop parler des transformations ultérieures car elles avaient à mes yeux défiguré le chef-d'œuvre original. La même constatation pouvait d'ailleurs s'appliquer à la plupart des monuments de Palerme car les occupations aragonaises, autrichiennes puis espagnoles avaient toutes cherché à remodeler la ville dans des styles plus européens mais qui de fait gommaient une part de ce qui en faisait la grande originalité. Alors, comme à mon habitude, j'avais gardé le meilleur pour la fin. La plus belle réalisation de Palerme, sa cathédrale arabo-normande débutée sous le règne de Roger II en 1131 et achevée sous Guillaume II en 1185. Cette cathédrale avait été édifiée en remplacement de la basilique initiale où Roger II, Rouget-Vosségonde, avait été couronné. Elle était alors une manière de prouver l'attachement des rois normands à la papauté, mais aussi d'affirmer leur grandeur et leur puissance en affichant une splendeur au moins égale à celle de Saint-Jean du Latran, la basilique des papes à Rome. Alors bien sûr, de nombreuses modifications avaient affecté l'édifice au cours des siècles suivant l'époque normande, et notamment une relecture néoclassique des façades à la fin du XVIIIe siècle avec la destruction des statues d'origine et la réalisation du grand dôme qui surmonte le bâtiment. Mais l'église conservait tout de même une part importante de ces décors arabo-normands du XIIe siècle. Un cachet unique au monde qui hissait cette église parmi les plus belles œuvres d'art du Moyen-Âge. Jean-Paul, vous n'allez pas mettre ça dans l'article? J'ai fait des milliers de photos, bon, il y en a une qui est médiocre, mais enfin bon. C'est spécial, hein? Ben, on travaille pour un grand magazine, on va faire notre choix. C'est vrai que celle-là n'est pas terrible. Et vous avez avancé sur la cathédrale? Ah, ben voici toujours le style arabo-normand de Sicile. C'est normal. Cette cathédrale a été édifiée sous le règne de Guillaume II. Mais enfin, pourquoi vous prenez ce ton? Je prends pour la Marguerite. Mais regardez ce bâtiment, c'est la preuve très catholique de la réconciliation entre le pape et les princes normands. Les Normands étaient de fervents catholiques. S'ils étaient en conflit avec le pape, c'était pas du tout pour des questions religieuses, mais uniquement politiques. Et à l'époque, Palerme, capitale de la Sicile, se devait d'avoir une cathédrale digne de ce nom. À l'origine, il y avait une basilique byzantine, puis elle a été transformée par les Sarrasins en mosquée. Elle était d'ailleurs assez délabrée et c'est la reine Marguerite qui a décidé d'en faire un édifice absolument grandiose et en confia l'œuvre à l'archevêque de Palerme. L'entrée, ça fait penser à un porche grec. Ouais, c'est vrai. Ça a été rajouté à la Renaissance quand les Catalans régnaient ici. Ben, moi, je penserais plutôt à, non pas à Barcelone, mais à la cathédrale de Séville. Parce que regardez, le style, les arabesques, les tours ajourées, enfin, c'est quand même aussi de style gothique, il faut le dire. Hein. C'est vrai, les tours ont été rajoutées au XIVe siècle. Mais en revanche, le corps de la cathédrale date vraiment du XIIe siècle, du règne de Guillaume II. Vous imaginez des bâtiments en Italie, en France, comme ça, à la même époque? C'est absolument impossible. Là, on sent une façon, un savoir-faire arabe. C'est tout à fait oriental. Les plans étaient dessinés sous la houlette d'architectes normands et le savoir-faire était local, il était arabe. Et c'est ce mélange des deux, ce mélange des cultures qui a donné cette architecture arabo-normande que vous avez sous les yeux. C'est absolument sublime, Jean-Paul. Et venez, il y a une abside à l'intérieur toute particulière, je vais vous la montrer. Mais attendez, je fais quelques photos. Ça va illustrer Mais elles le... sont trop spéciales, vos photos, venez. Comment elles sont spéciales? Oui, venez. Mais alors, attendez-moi alors. C'est
très décevant. Je ne sais pas comment on va faire pour l'article, hein, Sophie. Là, je vous le dis, on a un problème. Hein. Pourquoi, Jean-Paul? Ben, parce que l'extérieur, c'est très beau, mais alors l'intérieur... ben, regardez. Ça, c'est du baroque, mais alors très classique. Alors. Non mais en fait, c'est l'inverse des palais. L'extérieur s'oppose à l'intérieur, l'extérieur est quand même beaucoup plus riche, et l'intérieur, c'est vrai, un peu austère. Alors, les palais orientaux, c'est austère, c'est vrai, à l'extérieur. Enfin, il y a quand même du style, tandis que là... Moi, je trouve que c'est de toute beauté. Quand même, Jean-Paul, vous exagérez. C'est vrai que la nef est assez classique, mais elle est quand même de toute beauté. Enfin, ça n'a rien à voir avec Saint-Jean-du-Latrambe. Regardez les statues, il n'y a pas la même finition, enfin... Et dire qu'ici, on a couronné le premier roi de Sicile, Ruggero II, le jour de Noël de l'année 1130. Ah, le jour de Noël, comme Charlemagne. Ouais, il faudra le mettre dans l'article, ça. Oh oui, bien sûr. Cela dit, moi, je ne me vois pas figé pour l'éternité ici, je vous le dis. Hein. Pourquoi vous dites ça, Jean-Paul? Vous avez des idées bizarres? Vous n'allez pas finir... Mais pourquoi j'ai dit ça, moi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Bon, je vais continuer l'article. Il y a un tel contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Je vais voir quelque chose, je reviens tout de suite. Allez-y. Je ne pouvais en vouloir à Sophie et à sa jeunesse insolente, mais vous savez, il existe des domaines où l'expérience est irremplaçable. Tant de beauté troublante avait fini par faire chavirer mon âme. C'est ça, Palerme. Un ensemble a priori hétéroclite, mais d'une immense perfection où les siècles se bousculent, se percutent et finissent par vous subjuguer. Je ne m'étais sûrement pas assez préparé à voir autant de splendeur. Quand je songe à l'état des villes européennes continentales à la même époque médiévale, eh bien, je suis terrassé d'angoisse. Mais quel vertige! Nous déambulions dans les rues de Palerme et aux alentours, émerveillés par tant de chefs-d'œuvre insoupçonnés. Sur les hauteurs, à la sortie de la ville, nous découvrions la basilique Santa Maria Nuova, également édifiée sous le bon roi Guillaume II. Elle aussi avait été défigurée par l'ajout d'un portique de style Renaissance, mais elle conservait une bonne part de ses charmes arabo-normands. Plus tard, dans le centre-ville, nous passions devant une autre église aux formes curieuses, dotée de terminaisons de dômes sphériques de couleur rouge évoquant sans conteste le style des mosquées orientales. Il s'agissait de l'église Saint-Jean des Ermites, une église monastique rebâtie à l'époque du roi Roger II. L'architecture est surprenante, jouant sur le rapport entre les formes cubiques et sphériques selon une tradition bien orientale totalement inconnue de l'Europe médiévale. Quelques rues plus loin, nous repassions devant des styles plus classiques empruntés à la Renaissance, au baroque italien, des styles qui auraient pu faire mon bonheur dans d'autres circonstances, mais que je trouvais ici bien monotones. Et puis soudain, une nouvelle extravagance colorée enchantait mes sens. Une nouvelle église monastique bâtie au temps de Guillaume Ier, Guillaume le Mauvais.
Non mais Jean-Paul, vous ne m'aidez pas là. Sophie, c'est du pur style arabo-normand. Si vous me parlez, les photos sont floues, voilà. Mais on a un problème. On n'a pas de peps dans notre article. Il faut du piquant, il faut quelque chose qui interpelle. Regardez. Fais-moi ça. Alors. Oh, mais c'est très bien. On va rajouter un arancino au chocolat. On ne parle jamais des arancini au chocolat. Ça n'a jamais été fait, voilà. Jean-Paul. Bon, alors j'ai bien un souvenir qui mettrait, comme vous dites, du piment. Je suis venu ici, j'avais 10 ans avec mon père et je me suis retrouvé dans une situation absolument incroyable. Ça m'a fait oublier mon séjour chez les réducteurs de tête en Afrique, c'est dire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jean-Paul? Ici, les Palermitains, ils avaient une tradition, ils savaient donner à la mort le visage de l'éternité. Mais dites-moi en plus. C'est effroyable, voilà. Et d'ailleurs, on pourrait le mettre, à mon avis, à ce niveau de l'article, ça donnerait effectivement du peps, oui. Je restais volontairement mystérieux, je m'amusais même de voir Sophie embarrassée et je voulais surtout préserver tous les faits de surprise. Et surprise il y eut, vous pouvez me faire confiance. J'avais emmené Sophie dans les entrailles de la terre, dans les catacombes des moines capucins de Palerme, un royaume souterrain peuplé de 8000 momies. C'était vrai, Jean-Paul? Ah oui, ce sont des momies. C'est effrayant. Ah mais Sophie, les catacombes de Palerme, c'est un incontournable. On ne peut pas rédiger un article si on ne vient pas ici, c'est pas possible. Vous êtes sûr? Je croyais qu'après les catacombes de Rome, plus rien ne pourrait vous effrayer. Bon, ben voilà, je me suis trompé. C'est malin, mais enfin... Elles sont vieilles, ces momies? Alors, les plus anciennes ont 400 ans. Mais vous en avez qui sont plus récentes d'1 à 2 siècles. Il faut savoir que ici, c'était réservé aux moines. Les catacombes ont été creusées à l'origine pour eux. Mais l'aristocratie sicilienne s'est emparée de ces lieux, a exigé de pouvoir installer ses défunts ici. Ce qui fait qu'autour de nous, nous avons 8000 corps. Ah oui. Mais aujourd'hui, on peut quand même pas se faire inhumer de la sorte. Ah non. Depuis le 19e siècle, c'est parfaitement interdit. Mais il ne faut pas qu'on juge avec nos yeux d'aujourd'hui. Dans les communautés monastiques italiennes, ce procédé de momification était très répandu. C'était vraiment l'usage. Enfin, déjà, je me sens pas très bien dans un cimetière, mais alors là, on peut y aller, Jean-Paul. Attendez, je vais vous parler du procédé de momification. C'est important, on va le mettre dans l'article. Ah bah oui, je pouvais pas rater ça. Alors voilà. Vous savez que dans la religion chrétienne, on ne peut pas éviscérer les corps. Alors comment on faisait? On prenait les corps des défunts, on les trempait dans une solution particulière, ensuite on les retirait, oui, on les mettait au séchage de 8 à 12 mois, ensuite on les retirait, on les lavait au vinaigre, on leur mettait leurs plus beaux vêtements, et ainsi il y avait des rites et des offrandes qui se déroulaient en ces lieux, voilà. On peut y aller maintenant, Jean-Paul. Allez-y si vous voulez. Si vous voulez, allez-y. Je vous laisse terminer l'article. Je vais y aller doucement parce que je voudrais pas les réveiller. Moi, à votre place, je n'irai pas de ce côté-là. Mais enfin, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Bon, du coup, c'est moi qui vais l'écrire, cet article. De toute façon, je le sentais venir. Je laissais donc Sophie se diriger vers le corridor des femmes et des enfants à l'opposé de l'entrée. Il faut en effet savoir que ces catacombes sont organisées selon un plan bien établi. À l'origine, elles étaient réservées aux moines capucins, mais très vite, les moines ont dû agrandir les lieux car les hommes d'église, puis l'aristocratie locale voulurent pouvoir bénéficier de ce traitement si particulier qui donne l'image de la vie éternelle à la mort. Les moines vont dire des concessions et ces catacombes se dotèrent d'un couloir pour les prêtres, un autre pour les professions libérales, un autre pour les nobles et un dernier pour les femmes et les enfants.
On venait alors en famille honorer les défunts. Bien que ces catacombes furent officiellement fermées en 1881, on continua en secret à inhumer certains privilégiés. La petite Rosalie, une enfant de 2 ans, victime d'une pneumonie, fut en réalité la dernière à être ainsi embaumée à la fin de l'année 1920. Je retrouvais Sophie dans une des artères commerçantes de la belle cité de Palerme. L'air frais lui avait fait visiblement du bien. Elle était radieuse, heureuse de vivre. Et moi, je me sentais aux anges, porté par cette ambiance chaleureuse teintée d'une élégance très méditerranéenne, un raffinement à l'italienne. Eh bien, pourtant, ce quartier de Palerme n'était pas particulièrement italien. Il était même en réalité l'expression de la colonisation espagnole de la ville au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Et moi, je lui trouvais un charme italien. Cette impression était amplement renforcée par la présence au bout de l'artère de l'Opéra de Palerme. Un bijou d'architecture néoclassique à l'histoire incroyable. Cet opéra était le plus beau, le plus grand jamais construit en Méditerranée. Il avait été commandé par les élites locales pour concurrencer l'Opéra Garnier ou le Staatsoper de Vienne et faire de Palerme un centre culturel incontournable en Europe. Mais que voulez-vous ? Les travaux s'éternisèrent. Le bâtiment n'eut jamais le temps de se faire un nom. La Première Guerre mondiale mit fin au rêve de l'aristocratie sicilienne d'associer Palerme aux créations des grands compositeurs italiens. Cet opéra colossal semble aujourd'hui totalement démesuré par rapport à l'importance de Palerme en Europe, mais il témoigne de la richesse de la ville au siècle passé, de la volonté de ses élites de faire de cette ancienne capitale de la Sicile une cité incomparable, admirée de tous. D'ailleurs, chaque quartier du centre-ville évoque splendeur et opulence. Les architectures sont soignées et les décors sophistiqués, alliant comme toujours influence orientale, gothique ou baroque. Oh, ça va bien, Sophie? Il me ressemble. Oh, comme c'est drôle. Je n'ai rien de commun avec ce monsieur. Je suis désolé, vraiment. C'est pas un monsieur, c'est un goujat. Écoutez, Sophie, vous pouvez tout me dire, mais pas goujat. Parce que toute mon éducation démontre le contraire. Je ne suis pas un goujat. Alors, je pense que c'est le monde souterrain de Palerme qui vous fait perdre la raison. Ça doit être la peur, voilà. C'est vrai que je préfère l'espace aérien. Et puis vous n'avez jamais peur de rien. Eh bien, je suis heureux de vous l'entendre dire, parce qu'effectivement, je n'ai peur de rien. Je vais même vous raconter un souvenir. C'était au Congo-Brazzaville il y a quelques années. Je me trouve dans la forêt. Et à un moment donné, il y a une meute de singes avec un chef singe, ou alors un petit, un teigneux. Et Je pense que 50 lignes sur cette fontaine baroque du XVIe siècle suffirait, non? oui, 50 lignes, c'est très bien. Remarquez, si on peut tirer jusqu'à 70 lignes, ce serait quand même mieux. 70? Oui. Vous remarquez quelque chose, Jean-Paul? Non, non, vraiment pas, non. Sophie, ça va pas recommencer. Mais non, pas vous, regardez. Bah, ils ont tout coupé. Les statues sont émasculées. Bah oui, toutes. Non, pas toutes, pas toutes. Bah si, je vous assure. On ne peut pas émasculer toutes les statues. Non, non. Bah si. Bon, enfin, on ne peut pas faire ça à des hommes. Non, non, c'est pas possible.
Évidemment, elle, c'est une femme. Alors, mais rendez-vous compte, tout a été saccagé. Regardez lui, c'était un costaud, c'est devenu un castram. Enfin, mais pourquoi on a fait ça? Il y avait un couvent de chaste religieuses, Jean-Paul. C'était des sœurs dominicaines et quand elles sortaient de leur retraite, elles supportaient pas voir devant elles un tel spectacle de débauche. Non, elles avaient des sécateurs à la place des mains, hein. Elles avaient les doigts vengeurs, les nonnes. Hein. Oh, ça va, ce sont que des statues. Et puis, l'art, c'est subjectif. Hein. Je suis sûr que toutes les statues ne sont pas castrées, c'est pas possible. Non, venez, on va aller voir, mais c'est pas possible, un tel saccage. Non, venez. Non, c'est pas possible. Mais oui. Mais non. Mais non. Mais voilà. Là, il y a tout. Rien n'a été coupé. Voilà, ben, ça n'a pas été saccagé. Ça. On en a au moins trouvé une intacte. Mais avouez, Sophie, que cette histoire d'émasculation, c'est une catastrophe artistique nationale. Ah oui, au moins. Mais je vais le dire à Laurent Jacques, au rédacteur en chef, c'est une catastrophe mondiale même. Enfin, on n'émascule pas des hommes comme ça, enfin. Voilà, c'était mon cri du cœur sur Palerme. L'expression d'un fort sentiment de révolte quand même, car rien, pas même la religion, ne peut justifier à mes yeux le saccage des œuvres artistiques. Enfin, les nonnes avaient manqué d'humilité, un point, c'est tout. Fort heureusement, la ville est fort belle sur bien de ses aspects. Et j'oubliais rapidement le sort de ces malheureuses statues. Je me laissais plutôt envoûter par les teintes chaudes et feutrées du crépuscule tombant sur la cité, puis par l'ambiance féerique qui suivait. C'est peut-être à la nuit tombée que Palerme apparaît dans ses tenues les plus resplendissantes. La nuit, le corps massif des bâtiments s'efface dans la pénombre, ne laissant voir que les plus belles des façades qui scintillent d'or et de lumière. Alors la jolie Palerme se métamorphose en un joyau lumineux que subliment les ténèbres lorsque le jeu des éclairages urbains donne vie aux architectures. Je me souvenais avoir été séduit par les lumières tremblotantes de la petite cité de Syracuse et ses ombres fantomatiques. Mais là, j'étais subjugué par l'éclatante beauté qui se dégageait de la ville, de cette masse noble, grandiose, qui me terrassait, qui m'écrasait littéralement d'émerveillement. Je n'avais pas ressenti une telle puissance créatrice depuis notre voyage à Rome, alors c'est dire. Grazie, signora. Prego, signora. Sophie, vous êtes ravissante. Merci, Jean-Paul. Mais dites-moi, vous avez le carnet dans l'assiette? Vous en êtes-vous rendu compte? Mais j'ai été pris de la frénésie de l'écrivain. Et je crois que nous tenons notre article, mais il nous manque l'épilogue. En tout cas, Jean-Paul, la Sicile est vraiment une terre extraordinaire. Quand on pense qu'elle a vu naître au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Syracuse, le théâtre, qu'elle abrite l'un des plus beaux opéras qui soit au monde. Et c'est vrai que c'est assez curieux quand on s'en tient à sa position géographique à l'abri des grands royaumes d'Europe. Mais ici, Jean-Paul, il y a une force créative unique. Il y a ce brassage de culture qui a forgé cette identité sicilienne. Et c'est cela que l'on doit mettre en avant dans notre article. Vous savez ce que ça veut dire en grec ancien, panormos? Vous allez me parler d'étymologie. Oui. Palerme, c'est panormos, havre de sûreté universelle. Et moi, en Sicile et à Palerme, c'est cette universalité que j'aime. Parce que vous savez, les Siciliens, ils auraient pu détruire l'héritage culturel de tous ceux qui sont venus sur leur île. Pas du tout. Ils en ont fait le miel de leur tradition, le socle de leur mémoire collective. C'est pour ça que quand on est arrivé ici, ils nous ont dit « Siamo parenti di casa ». C'est vrai. Et voilà. Et ce soir, il faut dire ciao Palermo. Ciao Sicilia. Buonasera signor Luciano, buonasera signor Amici. Arancine per tutti. Grazie, Sergio. Non mais enfin, Jean-Paul, vous recommencez. Mais les arancini, c'est la coutume, Sophie. Oh, soufflez, imprégnez-vous du lieu. Votre gourmandise vous perdra, Jean-Paul.
Sophie avait raison. La Sicile se trouvait au carrefour des civilisations et Palerme, la somptueuse Palerme, exprimait au mieux ce brassage culturel. Car si Syracuse évoquait le voyage, la porte vers le Levant, Palerme symbolisait cet incroyable trait d'union entre Orient et Occident, un improbable métissage qu'énonçaient à merveille les robustes architectures arabo-normandes avec leurs murs épais et leurs décors orientaux. Au-delà des architectures, Palerme parlait à l'imaginaire des peuples, affichant avec vigueur les symboles de la chrétienté revisités par les canons de l'art islamique. Et moi, je me sentais bien petit devant la puissance du message. Une promesse infinie de tolérance et de fraternité.